démarre. Voilà, donc sur l'ordre du jour de cette réunion, on a prévu 4 points d'ordre du jour. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de présenter ou représenter le programme Manger bio et local à la cantine, essentiellement pour les communes nouvelles, mais comme il n'y en a pas dans votre secteur, on va aller rapidement sur cette partie et s'attarder peut-être un peu plus sur les évolutions des résultats. Ensuite, un échange avec les associations de producteurs présentes. Donc là, aujourd'hui, vous avez Panchica de l'Association des producteurs fermiers du Pays Basque et Martia pour blé, qui représente ces associations donc, qui se sont réparties le territoire en 3 secteurs. Et donc, elles sont vos interlocuteurs pour tout ce qui concerne l'approvisionnement, mais pas que. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions. Elles vont à votre rencontre aussi de façon régulière, mais il ne faut pas hésiter aussi à les contacter directement quand vous avez un besoin particulier. Donc, autre point d'ordre du jour, on parlera du label d'EcoCert en cuisine. Pour ceux que ça intéresse, on va présenter les grands axes du label pour savoir sur quel point il y a des contrôles et aussi vous expliquer le calendrier des prochaines étapes de la démarche Manger bio et local à la cantine. On terminera l'identification de vos besoins pour 2022 en termes d'outils ou d'actions à venir. Voilà, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir les diapos qui vont présenter les résultats. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon. Oui. Allez. Donc, l'ordre du jour, je vous l'ai déjà présenté. Donc, le programme Manger bio et local à la cantine, il réunit 3 grands objectifs. Améliorer la qualité alimentaire en restauration scolaire, soutenir l'agriculture locale et atteindre les objectifs de la loi Egalim qui se mettent en œuvre pour la dernière partie qui concerne l'approvisionnement, là, au 1er janvier. 27 communes qui disposent d'une cuisine sur place en régie ont rejoint ce programme, donc qui a démarré en 2017, avec 12 communes pilotes, 6 en Béarn, 6 en Pays Basque, et qui s'est progressivement étoffé en 2019 et en 2021. Sachez qu'à ce jour, l'entrée des communes se fait au fur et à mesure des demandes. Donc, il n'y a plus de projet expérimental ou d'appel à manifestation d'intérêt. Chaque commune qui en fait la demande peut intégrer, qui dispose bien sûr d'une cuisine sur place en régie, peut intégrer le programme d'échange et ce réseau à la fois sur les outils et les temps forts. Donc, les actions proposées, je ne vais pas détailler non plus, mais ce sont donc des formations ou des ateliers, comme l'amélioration du temps repas, la lutte contre le gaspillage alimentaire ou les marchés publics alimentaires. Mais surtout, ce sont des temps d'échange. L'idée, c'est de pouvoir bénéficier de l'expérience des voisins, des associations de producteurs ou de grands témoins, donc à la fois de manière collective ou par zone géographique. Et enfin, des outils qui peuvent être délivrés ou des fichiers Excel. Donc là, j'en ai indiqué quelques-uns, que ce soit sur la connaissance des filières, sur les astuces pour aller vers davantage de produits bio et locaux en restauration scolaire, ou bien sûr sur la collecte des données ou la communication avec les familles. Et donc là, je vous ai indiqué le nouveau kit de valorisation de la démarche, donc qui comprend un dossier bilan en 4 pages sur ce que peut être le projet et ses résultats. Donc ça, c'est un document qui peut vous aider pour en parler dans vos bulletins municipaux ou sur une communication dédiée. Et puis aussi, on vous propose un kit d'affiches qu'on peut personnaliser, voilà, avec le nom de votre commune et vos résultats en termes de produits bio et locaux. Et ça, c'est important pour, conformément à la loi Egalim, votre obligation d'affichage une fois par an sur les résultats d'approvisionnement.
Donc ça vous permet de répondre à cette obligation d'affichage, que ce soit en abord de mairie, ça peut être dans le réfectoire, ça peut être dans les écoles, ça peut être vraiment à votre choix. Et j'accueille la commune de Bidart qui nous rejoint. Bonjour. Et la dernière affiche, c'est une affiche qui s'accompagne d'une planche d'autocollant pour indiquer l'origine par type de produit de ce qui est proposé à la cantine, toujours personnalisable avec le logo de la commune. Donc ça, c'est des kits qui ont été distribués à l'occasion de notre dernier forum Manger bio local qui a eu lieu à Sauvagnon le 20 octobre dernier et qui va être envoyé par la poste à toutes les communes qui ne sont pas venues au forum pour que chacun puisse disposer de ce kit. Et pour ceux qui le souhaitent, on peut aussi faire des envois par mail si vous préférez l'avoir en version numérique et pouvoir le diffuser comme vous le souhaitez. En termes de résultats, donc on a eu une grosse évolution depuis le démarrage en 2017. Cette année, on atteint, en 2021, on est à 47% de produits bio et locaux dans les communes. Donc c'est encore une progression importante par rapport à l'année 2020, sachant qu'il y a eu l'intégration de 5 nouvelles communes. Ces chiffres sont collectés grâce à votre suivi de données. Donc, on vous demande une fois par an de nous transmettre les chiffres vous concernant. Ça, c'est important, c'est très important pour nous pour pouvoir évaluer la pertinence de l'accompagnement et pouvoir vraiment valoriser cette démarche et les efforts que vous faites dans chacune de vos communes en termes d'introduction de produits bio et locaux, et ça nous permet aussi de voir par rapport à la loi Egalim où on se situe. Voilà pour les résultats. Et donc, on va passer à l'échange avec les associations de producteurs, sauf si vous avez des questions, des remarques, des commentaires. Il sera toujours temps de les aborder dans le reste de la réunion. Donc, Panchika et Martia, je vais vous laisser la parole si vous souhaitez nous faire un retour de vos dernières rencontres avec les associations, avec les communes engagées dans le programme. Mais justement, en tout cas, moi, j'ai ressenti une forte demande du kit de valorisation. Voilà, certains établissements n'avaient pas ce kit ou de moyens d'affichage des produits locaux ou des produits bio. Et ils nous demandaient justement des supports. Donc, s'ils peuvent là prochainement, c'est très bien, ils seront très contents. Ça sera une façon d'avancer pour eux aussi et d'afficher les efforts qu'ils font. Voilà, en général, les cantines qu'on a pu visiter sont très engagées dans la démarche, essayent au maximum d'acheter des produits bio et locaux. Voilà, ça dépend aussi du coût du repas. Donc, les calculs sont des fois difficiles et c'est difficile d'arriver au coût de revient, on va dire, du repas, mais ils font le maximum en tout cas pour suivre la démarche et aller jusqu'au bout et proposer des produits de qualité. Hein. Et d'imaginer des menus, faire goûter des saveurs différentes aux enfants, etc. Il y avait aussi toute une recherche pour proposer des menus végétariens avec des produits locaux, on va dire. Et ça restait quand même, entre guillemets, un casse-tête ou autre, mais qu'il fallait toujours être inventif. Alors, je ne sais pas si toi, tu avais ressenti ça, mais qu'il y avait un besoin d'échanger à ce sujet-là. Il y avait déjà eu des échanges, je crois, l'année dernière, mais voir comment passer à la pratique entre chefs cuisiniers. Changer des menus, des recettes, etc. pour préparer ces repas végétariens. Ça revient souvent. Hein. Et enfin, il y avait aussi un besoin dans certaines écoles d'être plus en relation avec les maîtresses et les maîtres des écoles pour faire du lien entre ce qui est à la cantine et ce qui est
ce que les enfants apprennent en cours. Certains font des interventions, que certains chefs cuisiniers vont dans les classes, mais ça reste dans beaucoup d'écoles quelque chose qui est pendant le moment du repas. Donc il y avait un besoin d'avoir des outils dits pédagogiques ou autres pour faire un échange avec la classe en temps de classe. Je ne sais pas si vous avez ressenti. Et aussi, certains, en tout cas, ne voient pas chez les parents des enfants de reconnaissance pour les efforts qu'ils font. Donc, ils aimeraient plus que leur travail soit valorisé et que les familles se rendent compte des efforts qu'ils fournissent pour proposer des menus de qualité aux enfants. Donc, ça dépend des établissements et des relations qu'il y a avec la mairie, etc. Mais bon, voilà, certains quand même sont frustrés un petit peu de faire des efforts et de voir que les parents ne s'intéressent pas forcément ou ils n'ont pas de retour quoi, de ce qu'ils proposent. Alors, des fois, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, ça veut dire que les enfants sont contents, mais eux, en tout cas, ils aimeraient qu'on les encourage un peu plus et qu'on les félicite pour leur démarche. Voilà. Mais avec une campagne d'affichage un peu plus importante, etc. Et ce travail pédagogique que disait Martia, il est plus souvent fait avec les centres aérés. Voilà, il y a plus de temps avec les centres aérés, c'est des plus petits groupes, donc on peut plus intégrer ce côté pédagogique, cet aspect pédagogique dans les centres aérés. À l'école, avec les écoliers, c'est plus compliqué parce qu'en nombre, ils sont bien plus importants. Mais au moins, pourquoi pas organiser de temps en temps, une fois dans l'année ou en fin d'année, une visite de la cantine, montrer aux enfants comment travaillent les cuisiniers et toute l'équipe, comment ils sont organisés, le tri des déchets, etc. Voilà. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, si vous avez d'autres questions. Il est également plus simple pour les services communaux de s'organiser sur les ateliers. D'accord, il y a le critère du nombre d'enfants par rapport au centre loisirs, au périsco. Mais par contre, pour la mise en place et la communication, elle est quand même simplifiée en travaillant entre services communaux, quoi. Voilà, ce sont des collègues de travail directs. Plutôt que comment dire, les instituts avec l'éducation nationale où eux, ils ont multiples programmes autres que cela. Ce ne sont pas leur unique priorité, ça s'entend. Voilà, donc c'est pour ça que nous, par exemple, à Mouguer, on met souvent des manifestations en lien étroit avec nos collègues de l'encadrement de l'enfance, jeunesse et sport, quoi. Voilà. Mais après, c'est vrai, comme vous dites, c'est plus facile également pour capter l'attention des enfants de par un nombre plus réduit. Après, c'est que ça peut faire partie du projet pédagogique des enseignants aussi. Par exemple, quand il y a un petit peu d'espace extérieur, organiser un jardin pédagogique ou ce genre de choses. Certains établissements sont demandeurs, certains le font déjà et d'autres pas du tout. Après, voilà, on a ressenti aussi beaucoup de, comment dire, l'année 2020 a été particulière, hein, même 2021 avec le Covid, c'était compliqué au niveau organisation dans les cantines. Il ne faut pas, enfin voilà, c'était, les élèves devaient se croiser le moins possible, etc. Au niveau organisation, c'était compliqué ces dernières années. On l'a bien ressenti, hein, ça aussi. Et en approvisionnement, ça avait l'air d'aller, hein. Ça a l'air d'aller. Ils ont leur circuit, ils ont leur acheminement. Ils arrivent à trouver des produits le plus près de vos communes. Non, ça se passe assez bien au niveau approvisionnement. On n'a pas eu de réclamation particulière à ce niveau-là, hein. Sur ce sujet de l'approvisionnement, je voulais vous faire part de 2 projets. Donc, on a
On a de la part de la filière agneaux et chevreaux, donc une filière en difficulté, donc notamment sur le chevreau, il y avait un opérateur sur le département qui ramassait les chevreaux des producteurs qui faisaient du fromage de chèvre et qui a cessé son ramassage dans le département courant d'année 2021. Ce qui fait que les producteurs sont dans l'obligation de valoriser cette viande qu'ils n'avaient pas l'habitude de valoriser. Donc, ils sont en recherche de débouchés. Et donc, la restauration collective a été identifiée comme un débouché potentiel. Et donc, pour aider cette filière, on va essayer de monter un temps d'échange, alors formation ou de pratique culinaire ou simplement d'échange, en tout cas permettre à un producteur d'expliquer les types de pièces qu'on peut cuisiner en restauration collective, et puis un cuisinier qui a déjà expérimenté, qui peut expliquer des recettes, des cuissons, etc. Vraiment très concrètement comment on peut valoriser cette viande de chevreau. Et c'est un petit peu la même chose pour l'agneau. On est aussi sur une filière qui est en recherche de débouchés circuits courts. Et donc, comme on est aussi sur une viande particulière et saisonnière, l'idée, c'est de travailler ces deux viandes en même temps. Donc ça, c'est un projet qu'on souhaite mener. On aimerait bien arriver à le faire pour la saison de Pâques. Mais si ce n'est pas là, bon, ce sera un petit peu plus tard dans l'année pour pouvoir venir en soutien à cette filière, ces filières. Et un autre projet, c'est de travailler autour du yaourt, le yaourt fermier. En fait, on nous dit souvent que la filière fermière n'est pas suffisamment structurée pour répondre au volume de la restauration collective. Et s'il y a bien un produit où c'est pas vrai, c'est en yaourt, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs fermes qui se regroupent pour pouvoir répondre à la demande de la restauration collective. Généralement, les producteurs de yaourt fermiers, ils ne valorisent qu'une petite partie de leur lait, qui pour une grande partie va à la coopérative et est vendu sur des circuits longs. Donc voilà, sur le yaourt, c'est vraiment possible de demander en gros volume, de façon régulière. Pour vraiment encourager le recours aux produits laitiers fermiers, aux yaourts fermiers, on veut organiser un temps d'échange sur ce format, le réseau des chefs, donc avec tous les établissements d'un même secteur sous forme d'une visite de ferme. Donc, allez voir un transformateur qui propose un producteur transformateur de yaourt qui propose ses produits à la restauration collective, donc pour pouvoir encourager le recours aux produits fermiers, et on l'accompagnera par un livret de présentation de cette filière avec des témoignages et des recettes, et surtout tous les contacts pour pouvoir se fournir localement auprès de producteurs fermiers. Ça, c'est un deuxième projet approvisionnement entre guillemets pour l'année 2022. Voilà, est-ce que c'est des sujets qui vous intéressent, qui vous parlent? Alors, qui parle, oui. Après, à mettre en place, nous concernant, là, on est rentré récemment, enfin, si j'ai bien compris, on va en parler après, sur les marchés publics. On est rentré dans les marchés publics par le biais d'un groupement de commandes. Voilà, donc avec des lots bien définis et la petite possibilité, justement, de pouvoir quand même fonctionner avec des producteurs de notre libre choix, je dirais, par le biais du gré à gré. Voilà. Donc, ce que tu évoques, Anneline, oui, ce serait de participer à aider ces producteurs en difficulté et de développer également les yaourts, comme tu évoquais. Mais voilà, nous on trouve, on est en apprentissage de ce fonctionnement, on trouve que ça bloque un petit peu justement ces démarches-là. Ou alors il faut bien les anticiper. C'est pour ça que là, te répondre aujourd'hui, oui, ça nous intéresse en France, non, on ne peut pas puisqu'on s'est engagé autrement.
déjà pour cette année. Voilà, la difficulté, elle est là. Il y a tout un lien, hein. Bon, les marchés publics, la loi Egalim à respecter, tout ça, les taux de bio, voilà, on prête attention à tout ça, sauf que on rencontre quand même quelques incohérences, hein, qui freinent un petit peu l'évolution, à notre sens. Je ne sais pas si je m'exprime assez bien. Voilà, je ne sais pas comment fonctionnent les autres. Je sais que si Christelle de Bidart est toujours par là, elle sait de quoi je parle, hein. On a partagé il n'y a pas longtemps ensemble là-dessus. Voilà, je ne sais pas si les autres rencontrent également les mêmes difficultés. C'est peut-être intéressant justement de partager, de faire le tour à ce niveau-là. Je ne suis pas un spécialiste des visio, je ne sais pas du tout si j'ai été entendu. Si, c'est bon. Madame Diribard, est-ce que vous vouliez nous dire pour Hurt, comment est-ce que vous êtes sous marché public, groupement de commandes, ou vous fonctionnez par le gré à gré? On fonctionne par le gré à gré. En fait, oui. À Hurt, vous avez 170 repas jour, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Donc, sur un volume beaucoup moins important que les autres. Oui. Nous, c'est petit, oui. Et voilà, on fonctionne les commandes gré à gré. Voilà, on cherche des producteurs aux alentours. Et voilà, on arrive un petit peu à avoir un peu plus de producteurs locaux. Pas toujours bio, mais bon, un peu plus local. Voilà. On est un peu plus sur le local. Avec une enveloppe qu'il ne faut pas dépasser à 40 000 voilà, euros. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc, vous, en faisant 170 repas jour et nous, en faisant les 450 repas jour, ça reste quand même un portefeuille de 40 000 euros, quoi. Ouais. Voilà. Donc là, déjà, on peut déjà la trouver une incohérence. Oui. Parce qu'on est tous d'accord à... Alors, je ne suis pas en train de critiquer ou de m'opposer à... C'est pas du tout ça, hein. C'est vraiment de la discussion et d'essayer d'évoluer et de partager justement les contraintes de chacun pour pouvoir améliorer, même si on n'a pas grand pouvoir. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Donc ça, c'est vrai que depuis 2017, quand on a commencé avec l'Association des maires, c'est un sujet qu'on a vite... auquel on a été rapidement confronté avec des situations très diverses, effectivement. Yves, quand on a 60 repas jour, on ne se pose pas du tout les mêmes questions qu'assistant. Et puis, c'est aussi une difficulté qu'on a de trouver un discours commun de la part des juristes sur ce sujet. On a des gens qui prennent plus ou moins de risques, qui ont une lecture très différente parfois, qui aboutit à des conclusions qui s'opposent. Donc, on n'a toujours pas réussi à trouver le bon discours à porter auprès de vous, sans vous mettre en éventuelle difficulté, en cas de contrôle, bien sûr. Donc c'est important d'avoir un discours qui soit fiable là-dessus. Mais on entend des choses... les 40 000, ce serait par famille de produits. Les grandes familles de produits, vous en avez à peu près une dizaine, vous les indiquez sur un papier libre, et si par ligne vous avez moins de 40 000 euros, vous pouvez passer par du gré à gré. Ceux qui prennent le plus de risques, entre guillemets, dans leur discours, ils le disent de cette façon-là. Et puis, il y en a qui ont une autre lecture, qui est celle que tu as, Yves, que c'est 40 000 euros d'achat par an sur la globalité des achats alimentaires réalisés par la commune, qui des fois dépassent même ceux de la restauration scolaire, puisqu'il peut y avoir des achats alimentaires réalisés dans d'autres cadres. Donc ça, c'est vraiment un sujet auquel on est toujours confronté, et on aimerait vraiment pouvoir avancer sur ce sujet. Mais ça manque d'équité compléter par rapport au... En fait,
ça me vient comme ça, c'est un petit peu la mer. On va rester dans l'actualité, c'est un petit peu le problème des jauges. Allez, dans les stades, je suis un amateur de rugby. Voilà, c'est 5 000. Un stade de 17 000 places, c'est 5 000. Un stade de 35 000 places, c'est 5 000. Voilà. Ça rejoint un peu cette comparaison du porte-monnaie de 40 000 € pour notre collègue de Hurt. Comme pour nous, quoi. Je veux dire, ça rend plus facile pour elle, plus de, si je puis dire, plus de liberté, aller chercher des produits vraiment à notre porte. Voilà, que par exemple pour nous, parce que 40 000 €, on y est très vite, quoi. Hein. Si vraiment on fait, allez, nous, on a fait un partage, on a mis là, tout ce qui est boulangerie, pain, quelques viennoiseries et tout ça, plus le poisson, parce que le poisson est quelque chose de compliqué à s'approvisionner, malgré le joli coin de France côtier où on est. Mais voilà, rien que ça, sur nos besoins ou sur l'année 2022, c'est 20 000 €. C'est un peu plus de 20 000 €. Donc après, il reste quand même pas grand-chose, quoi. C'est vite fait. Et on ne peut pas non plus appeler un petit producteur par-ci, un petit producteur par-là pour lui prendre quoi? 1, 2 services, voire 3 services maximum de yaourt dans l'année. On ne peut pas fidéliser les gens comme ça. En fait, c'est pas ça qui a... vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas... Voilà, où on s'engage sur une démarche parce qu'on a un produit de qualité qui va et qui en termes de prix et tout ça convient, passe. Et là, on se fidélise, ou on ne peut pas l'appeler, tiens, allez, je te prends un petit peu parce qu'il me reste temps. Hein. Voilà, ça peut, je trouve que c'est pas forcément bon. En tout cas, on entend bien cette interrogation-là et on va essayer de continuer nos recherches d'intervenants pour pouvoir avancer sur cette question. Est-ce qu'au sein du département, il y a possibilité d'avoir un soutien sur la mise en place de marchés publics autonomes, quoi, si je puis dire? Voilà, est-ce qu'on a des exemples? Est-ce qu'on peut rentrer en contact avec quelqu'un et mettre ça en place petit à petit, quoi? Alors, ça, c'est pas quelque chose qu'on a proposé jusque-là. Donc, il faut qu'on... En fait, c'est vrai que le programme, c'est un petit peu les contradictions que tu indiquais, Yves, au début. Il a été construit dans le sens du gré à gré, c'est-à-dire qu'on a mis au point un contrat type conforme aux règles de la commande publique avec les producteurs pour que ensuite chaque structure puisse organiser ses achats avec son producteur sur toutes les familles de produits dont elle a besoin. Et que tout l'organisation marché public, mise en concurrence, etc., ça ne répondait pas aux besoins des producteurs qu'on a référencés dans le cadre du programme. Donc, ce n'était pas là-dedans qu'on souhaitait aller. Donc, c'est un sujet. Je ne sais pas on a un comité de pilotage cette semaine, donc ça peut être un sujet qu'on peut évoquer. Je sais que l'agglomération Pays Basque aussi se questionne là-dessus. Donc, l'idée, c'est qu'on soit bien aussi en complémentarité avec l'agglomération et donc de voir vraiment la répartition des tâches. Ça peut être quelque chose d'intéressant à évoquer avec eux aussi. Et j'ai également pris contact avec l'AMF, l'Association des maires de France, et son service dédié aux règles de la commande publique. Et j'ai on a une réunion téléphonique la semaine prochaine avec la personne en charge de ces questions-là à l'AMF, qui est consultante juridique, et qui peut également dispenser de la formation et de l'information et voir avec elle comment accompagner les collectivités, ou en tout cas avoir un premier échange. Ça. Affaire à suivre. Oui, mais parfait. Là, le principal, c'est qu'on voit bien que ça bouge, que ça bouillonne, pour rester en termes culinaires, voilà.
Bien, on va passer au label d'EcoCert, si vous voulez bien. Je vais à nouveau vous partager mon écran qui... On récupérera les visios après, c'est ça? Oui, bien sûr. Les diapos, hein? Oui, oui. D'accord. Donc, je le mets en plein écran, vous verrez mieux. Donc, voilà les 3 niveaux de labellisation du label d'EcoCert en cuisine. Donc, c'est un label qui se veut donc progressif et qui a des critères d'évaluation sur 4 volets. Donc, le bio, le local, le sain et le durable. Donc, en bio, donc on a 3 niveaux progressifs. La première carotte à 10% de bio, la deuxième carotte à 30% et la troisième carotte à 50%. Sachez que ce label, il évolue dès l'année 2023 pour rentrer en conformité avec la loi Egalim. Donc, le premier niveau sera à 20% de bio en 2023, le niveau 2 à 40% et le niveau 3 à 60%. Donc, on regarde également si le bio est bien local, donc une composante par mois bio local pour le niveau 1, puis 4, puis 10. Ensuite, sur le volet de la santé, donc il y a un contrôle des menus, l'absence d'OGM et puis un certain nombre d'additifs interdits, dont la liste vous est fournie. Ensuite, au niveau 2, on progresse avec la formation des cuisiniers et la consommation de fruits et légumes de saison. Et ensuite, au niveau 3, la liste des additifs interdits augmente, avec les graisses hydrogénées aussi qui sont interdites, plus de céréales complètes et plus de repas cuisinés sur place. Ensuite, sur le durable, il y a une réflexion plus globale que simplement l'alimentation, avec une sensibilisation à l'écologie et au gaspillage pour le niveau 1, jusqu'à l'utilisation d'éco-détergents et d'actions écologiques pour le niveau 3. Donc, il y a une grille vraiment très spécifique qui vous indique les critères qui sont regardés et puis les documents auxquels l'auditeur doit pouvoir contrôler le jour de son audit. Donc, c'est un audit externe par an, ça dure 2 heures. Donc, vous devez préparer en amont votre audit, notamment en fournissant sur un recul de 3 mois votre taux de produits bio et de produits biolocaux. Donc ça, grâce aux fichiers qu'on vous fournit depuis 2017 ou le fichier fourni par EcoCert ou tout autre fichier de votre choix, mais sur la base bien des factures de denrées alimentaires. Donc c'est bien en valeur d'achat que va s'effectuer ce contrôle et pas seulement sur la base de vos menus avec le nombre de petits logos bio qu'on va pouvoir retrouver. C'est bien sur la base des factures. Donc, 3 mois de recul pour la première année de labellisation, puis 1 an de recul pour chaque des années suivantes. Donc, voilà pour ce label d'EcoCert. Donc, le département prend en charge le coût de l'audit pendant les 3 premières années. Donc, là, on va vous demander de vous positionner avant le 15 février pour pouvoir faire le lien avec EcoCert ensuite, si vous êtes intéressé pour un audit courant d'année 2022. Les audits cette année auront lieu un peu plus tôt dans l'année parce que comme il y a un changement de label à partir de 2023, pardon, ils ont raccourci la période d'audit. Donc voilà, sur cette labellisation. Donc c'est dommage, on n'a pas de témoins qui pourraient vous indiquer si c'est leur expérience en tout cas vis-à-vis de ce label. Vers qui on va pour se positionner? Comment? Vers qui on va pour se positionner? Alors, en fait, moi, je vais faire un mail à l'issue de cette rencontre, qui est de la dernière des 3 zones géographiques. Et donc, je vais proposer donc à tous de rentrer dans ce label,
Pas besoin d'une formalisation particulière, c'est un retour de mail qui nous indique votre volonté d'intégrer le label. Donc, c'est important de nous indiquer le niveau que vous souhaitez intégrer. Donc, vous avez le droit d'intégrer le niveau 3 tout de suite si vous êtes déjà éligible au niveau 3. Mais en tout cas, voilà, nous indiquer le niveau. Et si vous avez une période d'audit qui vous intéresse, c'est possible aussi. Et par contre, ce qui est très important, c'est si jamais vous livrez à des satellites, c'est important qu'on ait les adresses des satellites. Donc, à Bouguer, par exemple, il y a 3 écoles. Donc, c'est important qu'on ait les adresses des 3 écoles parce qu'il peut y avoir une visite dans les satellites aussi, notamment sur l'affichage, je crois, et sur la gestion du gaspillage. Ils regardent aussi quelques points sur les satellites. Et donc, il n'y a pas un contrôle systématique de tous les satellites, mais normalement, c'est un roulement, c'est une fois tous les 3 ans, un satellite doit être audité. Donc, c'est important d'avoir les adresses, les contacts. Donc, pour ça, dans le mail, je vous mettrai un fichier Excel pour pouvoir indiquer vraiment tous les éléments importants de lien avec EcoCert. Parce que nous, on va faire le lien pour la prise en charge financière, mais après, tout se fait en direct avec vous sur la prise de rendez-vous, sur voilà, l'échange avec l'auditeur, etc. Nous, on n'entre plus ensuite dans le processus. On est simplement au courant si vous avez le label au bout de la démarche ou pas. Alors justement, hein, étant en pleine période de préparation budgétaire, on peut savoir comment là en direct, on se rappelle après, il faut prévoir quoi, combien Eh bien, tu peux savoir tout de suite, il n'y a pas de prise en charge par les communes. Enfin, si la commune en fait la demande, parce que nous, on ne peut pas deviner non plus, si la commune en fait la demande, la prise en charge de l'audit sera prise en charge par le département. D'accord. Donc, ça a été le cas de Bidart, de Maindiande, de Ourinx, Arudi, le syndicat des écoles de la région de Garlin, j'espère que vous n'avez pas oublié, et Sauvagnon. Voilà, pour l'année 2021. Et donc, il y a une remise officielle du label qui est organisée à l'occasion du Forum Manger Bio local de l'automne, qui aura lieu cette année en Pays Basque. On ne sait pas encore où, mais en Pays Basque, probablement à l'automne comme chaque année. Donc, généralement, on le fait le dernier mercredi avant les vacances de Toussaint. Donc, si le lieu qui est retenu est disponible à cette date-là, ce sera probablement reconduit à cette date. Ok, merci. Voilà, et le dernier point, l'ordre du jour. Les actions à venir. Donc, on a parlé quasiment de tout. Donc, d'abord, les outils, on avait pour projet d'établir un livret de présentation des légumineuses cultivées dans le département, avec un fichier contact pour que vous puissiez directement vous fournir au prix de ces producteurs en direct pour votre restauration collective, sachant, Yves, je te vois déjà venir, qu'il y en a certains qui ont été retenus dans le cadre d'un nouveau lot créé par la Sénat, donc à la demande du département et des associations de producteurs partenaires. Donc, ce sont des producteurs qui ont été retenus pour ces lots sur les 3 zones géographiques, donc bien aussi au Pays Basque. Donc, un livret de présentation de ces légumineuses avec des fiches recettes aussi. Ensuite, la labellisation d'EcoCert en cuisine, ça, on vient d'en parler. Le réseau des chefs sous la forme d'une visite de ferme sur une visite, donc ferme laitière, en mars, ou ce sera peut-être plutôt avril, mais bon, en tout cas, durant le premier semestre, réseau des chefs sous le format de visite de ferme. Et on a également un projet de voyage d'études. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont je voulais vous parler. Je départage mon écran parce que je ne vous vois pas sinon. Donc,
ça me permet de vous voir en même temps. Donc, un voyage d'études, on souhaite proposer donc aux communes engagées dans ce programme d'aller voir la démarche d'une commune engagée autour d'un projet alimentaire global de communes. Donc, c'est une petite commune qui fait 60 repas par... enfin, on a fléché une petite commune, on ne sait pas si on ira là-bas, mais c'est une petite commune du Gers qu'on a identifiée, qui propose donc un projet alimentaire global autour de la cantine au départ. C'est que 60 repas, mais ils ont construit autour de cette réflexion de la cantine d'autres actions. Donc notamment, ils ont une régie agricole pour produire les légumes nécessaires pour la cantine. Ils ont acquis des serres pour pouvoir agrandir aussi la durée de récolte de ces légumes. Donc, ils ont du personnel municipal qui a mis à disposition pour cultiver ces terrains de la commune. Ils ont mis aussi en place de l'agroforesterie, donc avec des fruitiers pour pouvoir fournir la cantine en fruits. Et ils ont aussi une grosse réflexion autour de la gestion des coûts. Donc, vraiment, réflexion globale, pas seulement de réduire les coûts pour la cantine, parce qu'eux, ils sont en 100% bio ou quasiment, mais ils n'ont pas souhaité réduire le prix des repas et vraiment réfléchir dans le coût global et dans les leviers qu'il pouvait y avoir au niveau des dépenses de la commune. Et un autre point intéressant, c'est que la cuisinière qui a été recrutée pour faire les repas de la cantine, c'est une cuisinière qui a aussi son restaurant pour le soir dans la commune et qui donc propose des repas pour tout le monde, enfin à titre privé, dans des locaux communaux. Donc ça permettait voilà, à la cuisinière d'accepter le projet, parce que faire venir quelqu'un quand il y a 60 repas par jour, le midi, qu'en période scolaire, forcément, c'est difficile d'attirer du personnel. Donc là, c'était un moyen pour la commune d'avoir, et en plus d'avoir une offre en commerce plus importante, puisqu'ils ont un gîte de groupe, donc ils n'avaient pas d'offre voilà, en restauration pour les touristes qui venaient dans leur commune. Donc c'est aussi un format un petit peu particulier sur la restauration privée et la restauration scolaire. On peut avoir le nom? C'est l'Agrolet du Gers. Je n'ai pas entendu, excuse-moi. L'Agrolet. L'Agrolet. L-A-G-R-A-U-L-E-T, l'Agrolet du Gers. Pour la petite histoire, ils ont créé une ils ont une chaîne YouTube où ils sortent des numéros réguliers pour expliquer toute leur démarche autour de l'alimentation. Sur Facebook et sur YouTube, vous pourrez trouver tout ça au nom de la commune. Voilà, le maire, c'est un agriculteur bio, donc il est très engagé à titre personnel depuis des années dans ce défi. Et voilà, je pense qu'on souhaitait proposer ça donc, avec l'association des maires, parce qu'il n'y a rien de tel que aussi de voir le terrain, de pouvoir échanger avec monsieur le maire et d'échanger autour de tout ce que peut faire une commune dans un projet alimentaire global. Même si tout ne sera pas transposable à vos situations, hein, on a bien conscience qu'une commune de 60 repas, elle n'a pas les mêmes leviers, elle n'a pas les mêmes contraintes que vous. Donc, elle a mis aussi en place un drive fermé. Avec 40 000 € de gré à gré, ça va aller. Là. Tout à fait. Je ne pense pas que la question des marchés publics soit vraiment un frein dans cette commune-là. Pas non plus. Voilà. Donc ça, vous le proposez pour les communes engagées, mais pas que, pouvoir le proposer aussi à d'autres communes qui ont une réflexion dans le département sur ce sujet de l'alimentation. Donc, courant du mois de mai, si c'est possible, au beau jour, pour pouvoir organiser ce voyage d'études.
voilà, dans les grands, en tout cas les grandes lignes du projet. Est-ce que vous avez d'autres besoins? On a parlé des marchés publics. Visiblement, en termes d'approvisionnement, il n'y aurait pas de difficultés particulières. Est-ce que vous auriez des demandes, des besoins? Bien, bon, si ça vous convient comme ça, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Déjà, merci beaucoup pour votre participation. Je vous envoie donc en suivant le compte-rendu, je pense que ce sera plutôt Inbar qui avait la liste de diffusion, qui vous enverra donc le lien pour vous connecter, pour revoir ce webinaire, le diaporama diffusé aujourd'hui, et puis le fichier pour pouvoir vous manifester si vous êtes intéressé pour le label d'EcoCert. Et n'hésitez pas à contacter Panchika et Martia si vous avez des demandes particulières sur l'approvisionnement, des contacts aussi avec d'autres structures. C'est votre lien de terrain et n'hésitez pas à les solliciter. Bien, merci à tous. Merci là. Bon. Merci. Adieu. Bon courage à tous. Salut, ciao. Merci. Merci, au revoir.